Alors bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau podcast de Élan Entrepreneurial. Aujourd'hui, on a un invité, William, qui est cofondateur de Tambour Café. Exact. Donc merci d'être venu ici, de venir sur nos ondes du podcast. Donc j'aimerais ça que tu te présentes un peu. Tout d'abord, merci à Garneau Travail pour l'invitation à ce podcast. C'est une belle première pour moi. C'est ça, mon nom c'est William, je suis cofondateur de Tambour Café, une entreprise de micro-torréfaction et un café basé à Lévis depuis 1 an et demi, dans le fond, dans le Vieux-Lévis, puis depuis 3 ans et demi pour le côté torréfaction. C'est quoi ton parcours scolaire, mettons, et professionnel? Juste pour nous en parler un peu. Je peux vous en parler. Dans le fond, c'est un parcours pas tellement relié à l'entrepreneuriat, mais vraiment un parcours plus... sciences nature au cégep, un peu des intérêts variés, la littérature à l'université. Puis ensuite, j'ai tombé vraiment dans le café par passion. J'ai suivi cette passion-là sans nécessairement avoir de formation au début, mais plus une formation sur le terrain avec des emplois comme barista, par exemple. Tu avais mentionné que tu étais cofondateur, excuse-moi. Ouais. Et c'est où tu l'as rencontré? J'ai rencontré mon partner là-dedans dans un café, justement. Les deux, on était barista, puis on s'est rencontrés là. On avait une passion pour le café, c'est sûr, les deux, puis on a décidé comme d'aller plus loin. De partir comme ça. C'est ça, de se lancer dans ce beau monde-là qui est le café. OK, puis c'est quoi les premiers pas pour avoir commencé votre entreprise que vous avez fait ensemble? Je dirais que les premiers pas qu'on a fait, c'est sûr que ça a été de faire un café par nous-mêmes, de torréfier nos premiers grains de café, puis de voir est-ce que ça allait être bon, est-ce que c'est quelque chose qui serait prometteur. Puis en torréfiant comme ça un peu à la maison, chacun de notre côté, c'était durant la pandémie. Donc on avait un peu du temps, comme ça, à la maison pour essayer des trucs, expérimenter des profils de torréfaction à la maison. Puis ensuite, on a vu que ça pouvait... Même c'était très bon, là, juste fait à la maison comme ça. Donc c'est un peu les premiers pas, c'est d'avoir un café que nos proches aimaient. On était fiers de ce café-là, puis on voulait continuer, là, développer quelque chose. Puis le processus pour faire le café, c'était comment ça marche? Est-ce que vous avez pris des grains des producteurs directement pour essayer? Puis dans le fond, dans le monde du café, il faut acheter le café vert au début, le café est cru. Puis la job du torréfacteur, c'est de le torréfier. Donc, on achète un café d'importateurs qui sont, eux, en contact direct avec les producteurs. C'est pas encore une étape qu'on a réussi à faire, d'aller directement chez les producteurs, mais c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire. Aller en contact dans la plantation, regarder un peu le travail, puis ensuite faire un achat directement. Pour l'instant, ça n'a pas été encore possible, mais acheter des importateurs, des petites entreprises un peu comme nous qui veulent un café traçable, un café de qualité, c'est ça qu'on fait jusqu'à maintenant, là, acheter d'un importateur. OK. Il y avait quelque chose qui me trottait dans la tête. Tambour Café, ça vient d'où le nom Tambour? Tambour Café, ça vient de plusieurs trucs. C'est sûr que le tambour, c'est la pièce du torréfacteur qui cuit les grains, vraiment. Fait que c'est la base de notre travail, c'est vraiment la pièce qui tourne. Un peu comme, si on veut, un four là, qui tourne, qui contient les grains de café. Ça s'appelle un tambour, fait que ça part bien. Mais aussi, on est deux gars, mon partenaire et moi, dans ce projet-là, assez artistique. Fait que la musique, ça nous rejoint beaucoup. Le tambour, c'est une petite allusion à ça aussi, qui est intéressante. La constance d'un percussionniste d'un tambour, c'est la constance pour faire un bon café. OK. Puis comment vous choisissez votre grain de café, en fait? Parce que c'était avec les producteurs. C'est ça, les importateurs. Ouais. On va regarder un peu quel genre de profil de café on veut faire connaître. Est-ce qu'on veut un café plus floral, plus fruité? On va souvent pouvoir goûter un peu le café avant d'en acheter une grosse quantité. OK. Puis, avant de le torréfier en grosse quantité, on peut le goûter, voir est-ce que ce profil-là est vif, est éclatant, est cool. Puis, si ça correspond à notre passion un peu du moment, on fait un achat, puis ensuite, on fait découvrir. Puis, c'est plusieurs importateurs avec qui vous travaillez? Oui, exactement. J'ai remarqué c'est par pays, un peu. Oui, c'est ça. Souvent, les importateurs de petite taille, si je peux dire, vont avoir leur pays ou leur continent là, de prédilection. Donc, plus spécialisé, par exemple, au Burundi. Les cafés, sinon un café brésilien avec un importateur spécialisé au Brésil. On va choisir un peu ces importateurs-là
par rapport au pays qu'on veut aller chercher. Là. OK. Mais ce qui change le goût, est-ce que c'est par pays? Mettons par les sols. C'est comment ça marche? Ouais, c'est vraiment une question super intéressante. Oui, le pays va être important, mais c'est surtout, je dirais, le climat un peu, le sol dans lequel va pousser le café, l'altitude du café. Est-ce que c'est un café d'une telle espèce, par exemple, le Typica, ou alors c'est un Robusta vraiment différent. Donc, il va y avoir toutes sortes de variétés de café, en plus des facteurs de l'environnement, comme je disais, là, le sol, le climat, l'ensoleillement, quel arbuste il y a à côté, toutes sortes d'affaires. Puis selon les pays, ça change-tu? Mettons, y a-t-il une culture du café? Selon les pays, est-ce que ça va changer comment ils vont le produire, comment ils vont... Ouais, c'est clair. Chaque producteur va avoir ses méthodes, puis dans certains pays, il va y avoir des méthodes un peu plus répandues. C'est comme, mettons, le procédé naturel, un peu plus répandu au Brésil, justement. Comment ça marche, ça? Ben, ça, c'est quelque chose que j'aimerais connaître plus en détail en allant sur place, mais en fait, en gros, c'est que autour du grain de café, au début, quand il est cueilli, parce que le café pousse vraiment sur des arbustes, c'est comme des petits fruits, ben là, il faut enlever la pulpe qui est autour du fruit avant de le faire sécher. Donc là, si on enlève un petit peu de fruit, si on veut, ben il va sécher avec une pulpe un petit peu qui reste autour du grain. Ce qui va lui conférer certains arômes un peu plus, on va dire, de fermentation, un peu plus confus. Là. Ouais. Mais si tu enlèves vraiment tout ce qui est autour du fruit, là, on parle d'un procédé qui est lavé. Donc vraiment laver, ça peut être à l'eau, tout ce qui est autour du grain pour ensuite le faire sécher. Puis là, des arômes un peu plus vifs, là, un peu plus distincts, vu qu'il y aura moins de on va dire, de mucilage autour du grain. OK. C'est vraiment très intéressant. C'est encore des trucs qu'on apprend jour après jour. Là. Puis est-ce que vous avez l'intention de voyager et aller les voir dans différents pays? Ouais, vraiment. Comment ça fonctionne? Je pense qu'il faut avoir des contacts pour commencer, parce qu'il ne peut pas débarquer là non plus sans être attendu. Puis avoir un bon réseau de contacts, planifier peut-être de partir 2 semaines au moins pour bien visiter là, des plantations. Puis aussi gérer un peu le café qui doit rouler pendant ce temps-là. À quitter 2 semaines, c'est sûr que faut choisir le moment propice dans l'année aussi. C'est sûr. Peut-être pendant les vacances ou en janvier, un mois plus tranquille, par exemple. Ça peut être. Puis c'est quel pays qui t'intéresse le plus? C'est vraiment une super bonne question. Je te dirais un pays comme l'Éthiopie ou même le Burundi, c'est super intéressant. Je trouve que ça serait vraiment intéressant de découvrir ça. Okay. Parce qu'on a un petit faible pour les cafés africains, là, pour leur caractère plus fruité. Mais peut-être qu'on commencerait par un pays d'Amérique latine, par exemple le Guatemala, qu'on a aussi quelques contacts qui commencent là, dans ce pays-là. Donc, on aurait peut-être un meilleur premier voyage au Guatemala. Là. C'est intéressant. Puis, mettons qu'on revient un peu, là. Est-ce que vous vendez plus en local, en ligne ou par des partenaires? Excusez-moi. Je te dirais, on vend un peu, on vend autant en ligne qu'avec des partenaires. Donc, via le site web, je pense que c'est vraiment très important là, dans notre domaine d'avoir un site web qui permet à des gens un peu partout au Québec de pouvoir commander sur notre site. Fait que en ligne, c'est un très bon canal de vente. Puis pour ce qui est des partenaires, ben là, c'est sûr que c'est un grand potentiel aussi. Eux peuvent faire connaître notre café, par exemple, dans leur restaurant, dans leur propre café. Donc, des partenaires comme ça, c'est vraiment la clé aussi. Donc, tout ça, c'est des belles avenues pour un torréfacteur. Je pense que tu dois négliger aucune des parties. Là. OK. Parfait. Puis, des petites questions personnelles, en fait. OK. Ton rituel de café le matin, comment il marche? C'est drôle. Je pourrais te raconter un peu comment ça a commencé, ma passion. Au début, j'avais une genre de machine à espresso qui était entièrement manuelle. Okay. Fait que pour ça, je faisais chauffer de l'eau avec une bouilloire qui était séparée. Puis ensuite, je faisais préchauffer les pièces de café chaque matin, les pièces de la machine un peu. Il faut les chauffer? Ça, c'était une machine en particulier qui était un peu plus demandante. Là. Entièrement manuelle, donc pas d'électricité, rien. Fait qu'à chaque matin, tu chauffais toutes les pièces. Je chauffais ça, je mettais le café dedans, que j'avais moulu aussi avec un moulin qui était manuel. Donc on imagine un peu l'effort. Puis ça prenait peut-être un bon 20-30 minutes faire l'espresso du matin, mais c'était un rituel que je trouvais vraiment intéressant. Puis ça faisait un super bon café, même si c'était une petite machine manuelle là, qui était un peu underground. Là, c'est sûr. T'en prends combien de café par jour?
Ah, la question qu'on me pose La souvent. grosse question. Je te dirais, c'est entre 3 puis 5, 6. Là. Ça peut aller haut des fois parce qu'il faut bien goûter le produit aussi. Mais j'essaie de m'en tenir à 3, 2, 3 là, quand c'est possible. OK. Puis un fait le plus surprenant Un fait sur un café. Sur du café, en fait. Ça, c'est une bonne question. Quelque chose que eux qui écoutent, ils connaissent pas pantoute, là. Sur le café, là. Ah ouais, hein. Ben, peut-être que je pourrais parler des compétitions de café. Il y a des compétitions? Il existe des compétitions, ouais, autant de barista que de procédés comme tel d'infusion, comme je pense à l'Aéropress, qui était une petite bidule un infuseur manuel. Okay. Il y a vraiment des compétitions mondiales de ça. Les gens vont s'entraîner, les baristas Est-ce que t'en as fait? J'en ai pas fait. Non, ça pourrait être un défi intéressant. Peut-être. Mais ouais, c'est plus au niveau barista, comme faire le café. Il va y avoir des compétitions. Torréfacteur aussi, des compétitions. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est poussé, qui est... Il y en a ici des compétitions de café? Ben, il y en a eu un petit peu dans le passé, je pense à Québec. Pour l'instant, à Québec, je pense qu'il n'y en a pas. Mais à Montréal, il y en a certainement, ouais. Puis tu allé en voir? Juste une à Québec. C'est vrai que je suis allé. À Québec. En fait, je pense à ça, c'est une compétition de latte art. Donc ça, c'est vraiment la texture du lait, les dessins avec le lait sur le café. Ça aussi, c'est un monde super intéressant. Il y a des compétitions de latte art, c'est vraiment nice. Est-ce que vous en faites à votre local? Si on fait Oui, absolument. Je pense que il faut faire le café le mieux possible à chaque fois. Puis le latte art, ça fait clairement partie de l'expérience café qu'on peut offrir. Donc, on se doit de le faire, je pense. Ça prend beaucoup de pratique pour être bon à faire ça. Ouais, ça prend une répétition, tu sais. Puis, en pratiquant, je pense que on peut y arriver. Il faut mettre le temps, puis il faut pas se décourager de la texture qui est plus difficile à atteindre. Mais il y a des vidéos qui existent là-dessus sur... Ouais, mais puis comment ça marche avec le lait? Ouais, c'est ça. Dans le fond, le lait... Ben, le lait, il faut comme le mousser et le chauffer en même temps. C'est pour ça que les machines, souvent, ils ont des buses. On appelle des buses vapeur, là, qui vont chauffer le lait, incorporer un peu d'air dans le lait. Puis si c'est bien mélangé, en même temps que ça chauffe, ben, l'air devient super homogène dans le lait. Puis ensuite, la texture qui ressemble un peu à la peinture, une peinture blanche. Okay. Tu peux faire un dessin avec ça sur ton espresso. De l'air dans le lait. Ouais, c'est ça. C'est comme la vapeur. Fait que tu le chauffes, mais tu l'aères un petit peu en même temps. Ce qui donne une texture un peu plus, dense, là, un peu moins liquide, si on veut. Ça prend une machine en particulier pour faire ça? Ça prend des machines espresso avec une buse, sur le côté. Ils ont toutes sortes de niveaux d'intensité, les buses, on va dire. Ouais. Est-ce que tu peux faire ça chez toi pour une... Ouais, je peux faire ça chez nous. OK. Ouais. Mais toi aussi, tu pourrais faire ça chez nous. Ah ouais? Mais si j'ai pas la machine? Ah, ben là, c'est sûr. Okay. Peut-être tu pourrais essayer une autre méthode, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Parfait. Et les plus grands défis auxquels tu as fait face? C'est sûr que l'entrepreneuriat, ça fait un peu peur au début. Quand tu te lances, un grand défi, ça a été de trouver un local, je te dirais. Un local qui était approprié, pour... Là, on parle de votre café? Ou... Ouais, c'est sûr. On parle du café, de notre coffee shop, si on veut. Là. C'est aussi là qu'on fait notre torréfaction. Donc, c'était sûr que trouver un local qui permet d'avoir un torréfacteur. Donc, c'est quand même une bonne machine, qui est assez lourde, puis ça prend une cheminée aussi pour évacuer un peu les résidus de la torréfaction. Fait que trouver un local qui permettait tout ça, en même temps d'être assez beau, puis accueillement. Ça a été un bon défi, sérieux. C'est un peu stressant, puis je pense que quand on l'a trouvé... Votre local, il est situé? Il est situé à Lévis, dans le secteur Vieux-Lévis, si on veut. C'est sur l'avenue Bégin. OK. Fait que c'est en haut de la côte du Passage, qui est la fameuse côte qui descend au Traversier. On a une belle vue sur Québec. Toujours agréable. C'est sûr. Ouais. Puis je pense que quand on a trouvé le local, il fallait foncer directement. Avant de le perdre, ça aurait été dommage. Puis je pense que c'est un peu... il faut sauter à ce moment-là. Il faut y aller. Puis... C'était quoi votre réflexion derrière la recherche du local, un peu? Est-ce que c'était stratégique? Ouais, c'est clair. Est-ce que c'est bien placé? Est-ce que les gens peuvent venir facilement? Quel genre de quartier il y a autour? Y a-t-il beaucoup de monde? Est-ce que les gens marchent aussi dans ce quartier-là? Il va y avoir des quartiers qui sont plus passants, mais les gens ne vont pas nécessairement marcher, s'arrêter prendre un café. Donc, on a regardé est-ce que c'était propice à ça, une vie de quartier, puis ça l'était vraiment. Puis aussi, au niveau des normes, tout ça, les normes étaient respectées. Fait que c'était vraiment le best, Parfait. Le best pour nous. Puis,
pour créer des nouveaux mélanges de café, créer des nouvelles sortes, en fait. Ouais. C'est quoi le processus derrière? Ben, c'est drôle que tu parles de mélange parce que justement, nous, on se spécialise dans les origines simples, donc aucun mélange vraiment. On fait chaque café indépendamment, puis on va essayer de le torréfier le mieux possible, notre café brésilien, notre café éthiopien, puis les vendre séparément parce qu'on trouve qu'ils ont un profil super intéressant par eux-mêmes. Puis on veut présenter voici le terroir éthiopien, voici le terroir brésilien, puis pas nécessairement les deux combinés. Ça peut vraiment être bien. Mais c'est pas encore. On ne s'est pas spécialisé là-dedans. OK. Fait qu'un café éthiopien, par exemple, va avoir des arômes fruités de bleuet. Ça peut être aussi. Ça peut être floral. Des arômes de thé noir. Donc, pour ça, c'est des arômes qu'on trouve super intéressants et un peu moins connus. Tu sais, les gens vont être surpris. Fait que nous, on aime ça. Surprendre un peu les gens quand on pense à un nouveau grain. OK. Est-ce qu'il y a des lois à respecter, des règles dans l'alimentaire un peu? Je te dirais qu'il faut avoir un sac de café qui respecte quand même les standards, avec une bonne pellicule à l'intérieur pour bien préserver le café. Okay. Comme le nôtre, tu sais, on a choisi d'appliquer une valve dessus, une valve qui permet de faire sortir le CO2, dans le fond, les gaz qui proviennent un peu du café après qui sont torréfiés. Ouais, c'est ça, le CO2 va pouvoir sortir du sac par la valve. Okay. La valve va empêcher aussi l'air d'entrer dans le café. Donc, c'est comme ça sort, mais ça rentre pas. Fait que ça, c'était quand même intéressant Mais c'est pas nécessairement une loi, tu sais. Je pense pas. Mais c'est sûr qu'écrire la quantité de café sur le sac, mettre toujours les bonnes quantités, évidemment, c'est assez regardé. Puis le CO2, ça fait quoi au café? Ben, le CO2, il va empêcher un peu les arômes de café de se développer quand tu vas l'infuser chez vous, par exemple. Mettons, tu achètes un sac qui vient d'être torréfié, un café fraîchement torréfié, tu arrives chez vous, puis là, tu mets ça dans ta machine espresso, ben, il va y avoir beaucoup de résistance par rapport à l'eau, tu sais. Fait que là, le café va être un peu moins goûteux. Ses vraies saveurs vont être masquées parce qu'il est trop frais, puis il y a encore un petit peu de CO2 qui va jouer là-dedans. Fait que c'est comme un petit truc à méditer, là. Un café trop frais, c'est pas nécessairement mieux qu'un café qui a vieilli 2, 3 jours, 4 jours, même 2 semaines, dépendamment un peu encore des profils de torréfaction. Ouais, c'est ça. C'est un monde bien intéressant. Puis c'est ça qu'on aime chez Tambour Café aussi. Parler, éduquer un peu les gens sur le café, sur des trucs qui sont méconnus. Puis des fois, des idées conçues un peu que les gens peuvent avoir sur certains cafés ou des méthodes de torréfaction. Par exemple, des cafés noirs, des cafés huileux, tu sais. C'est pas nécessairement super bon pour les équipements ou pour le goût. Oui, ça peut être intéressant, mais souvent, ça correspond à un café qui a été trop cuit, par exemple. Un café qui est huileux. Parce que là, les huiles du grain vont sortir si le café est chauffé trop longtemps ou trop intensément. Puis encore là, ça vient masquer un peu les arômes. Comme on parlait tantôt de bleuets, de fruits. Puis nous, ça nous tient à cœur de conserver ces arômes-là. Donc, on a choisi un style de torréfaction plus léger pour justement... Un café huileux, c'est quoi en fait? Un café huileux, c'est que tu vas voir, même sur le grain de café, il est tellement noir aussi que tu vois les huiles sortent du grain. Tu les vois sur les parois du grain, dans le fond. Ah ouais. Fait que ça va détériorer plus vite un café qui est huileux. Il a tellement été torréfié foncé qu'il est moins résistant un peu à l'air, si on veut. Fait que c'est sûr qu'il faut s'en méfier un peu. Pour les équipements aussi, la survie de nos équipements comme les moulins, les machines, s'il y a un peu d'huile là-dedans, Pourquoi? Ça va briser à cause de l'huile? Ouais, c'est ça, c'est plus... ça va encrasser un petit peu les équipements. OK. Ouais, fait qu'on veut pas ça. Puis le café noir, lui? Ben, le café noir, ça dépend un peu. Tu sais, s'il n'est pas huileux... C'est un peu dur de qualifier un café avec la couleur, je trouve. Parce que certains cafés, naturellement, vont être plus foncés que d'autres, même s'ils ont été chauffés le même temps. Mais un café noir qui n'est pas huileux, ça peut être correct pour les équipements. Puis tous les équipements que vous avez dans votre local, est-ce que ça coûte cher? C'est des gros équipements? C'est quand même des gros équipements, ouais. C'est sûr que la machine, on a opté pour une belle machine qui allait aussi être plaisante à utiliser. Fait que il faut prévoir un bon montant pour les équipements. Le torréfacteur, ça coupe pas les rues non plus comme machine. Fait que il fallait prévoir un bon montant, mais encore
encore là, je pense que c'est mieux d'être bien équipé au début, puis ensuite entretenir la machine, puis pas avoir trop de soucis, tu sais, d'avoir acheté un équipement un peu moins de qualité, puis là, d'être assis, il va-tu briser ou... ouais. Puis avez-vous beaucoup de compétition autour? À Lévis, proche de l'avenue Bégin? Ben, il y a quelques cafés aussi à Lévis. Il y a quelques torréfacteurs également. Puis je pense que ça se passe très bien à ce niveau-là. On va avoir peut-être des styles de torréfaction différents. Puis je pense qu'il y a tellement peu de micro-torréfacteurs à Lévis, même à Québec, il n'y en a pas tant que ça, que tous les nouveaux seraient bienvenus. Là. Je trouve que en travaillant pour un monde du café de spécialité, si on veut, tout le monde ensemble, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a un besoin de micro-torréfaction, je pense, pour faire connaître le café. Aussi pour la survie du café, tu sais, promouvoir un café qui est éthique, puis écologique. Y a-tu beaucoup de compétition dans la niche du café? Ben, moi, j'aimerais te dire que c'est plus un espace de coopération. OK. Quand même. Parce qu'il y a des festivals de café qui sont organisés par certains torréfacteurs. Ben, tu sais, c'est vraiment... on recrute plein de torréfacteurs québécois, puis on fait un festival, puis tout le monde est bienvenu. Puis je trouve que c'est vraiment une belle approche. Ouais. Fait que compétition, je sais pas, honnêtement. OK. Peut-être pas tant que ça. Peut-être que oui, ça dépend des mindsets. OK. Est-ce que vous faites affaire avec d'autres entreprises qui produisent du café aussi? Vous avez dans les festivals? Qui vont torréfier le café, mettons? Ouais. Ben, c'est sûr qu'on va moins... Tu sais, on n'achète pas vraiment de café déjà torréfié, vu que c'est notre spécialité. Mais on aime bien ça faire partie des festivals organisés par d'autres torréfacteurs. C'est sûr, ça permet de se faire connaître. Exactement. Ouais, d'aller rencontrer en personne les gens, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Parce que tu peux parler de tes cafés, tu peux faire goûter, puis tu sais, partager un peu l'histoire derrière le grain aussi. D'où il vient, tu sais, on a des informations là-dessus, c'est super intéressant à partager. Puis c'est beaucoup mieux une tasse de café en bonne compagnie, je pense. Ouais, ça c'est sûr. Je voulais savoir, toi, dans tous les cafés que tu proposes à Tambour Café, c'est quoi ton préféré? Mon préféré, c'est notre café éthiopien qu'on vient juste de torréfier. En fait, ça fait peut-être 1 mois ou 2 qu'on l'a. Il s'appelle Bombe parce que c'est vraiment le nom du district d'où il vient. Peut-être c'est Bombay, vu que c'est en Éthiopie. Mais ce café-là, vraiment un profil super juteux. Vraiment, on penserait pas que c'est du café. On penserait peut-être que c'est un thé, tu sais. Donc, thé noir, c'est les cerises. C'est vraiment un profil super cool. Autant avec un peu de lait que noir, je trouve vraiment nice comme café. Tu l'aimes-tu mieux avec du lait ou noir? Ben, ça dépend de la journée. Ça dépend de l'heure de la journée. OK. C'est quoi qui te fait décider? Ouais, c'est... Ben, c'est sûr que c'est le mood, on dirait. Mais le matin, j'aime bien personnellement commencer avec un petit peu de lait dans mon café, que ça soit un petit cortado, donc un petit latte, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça me permet de faire la texture du lait qu'on parlait tantôt. Fait que, ouais, commencer la journée avec un bon cortado, ça part bien. OK, super. Puis est-ce que tu as un petit conseil à donner aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans le domaine alimentaire? Pour se lancer dans le domaine alimentaire, je pense que il faut trouver, je pense, un produit intéressant. Puis ensuite, il faut ajouter notre touche. Fait qu'est-ce qu'on... Ajouter notre touche au café. Ajouter notre touche à n'importe quel produit alimentaire. Puis, tu sais, être fier de ce produit-là pour ensuite partager ça avec les gens. Venir dans des marchés, se faire connaître un peu, mettre de l'avant le produit. Puis, aimer ça. As-tu des plans futurs pour Tambour Café? Tambour Café, c'est... on a commencé avec la micro-torréfaction, puis on a ouvert un local par la suite. On s'est rendu compte vraiment que le local, c'était vraiment une belle nouvelle aventure qui commençait. Fait que, tu sais, d'offrir un lieu de rencontre aussi pour les gens, un lieu qui est agréable. Puis les gens sont contents de ça, d'avoir un Tambour Café dans leur quartier, puis ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Fait que je pense qu'on veut développer ça aussi pour rendre encore plus notre endroit agréable, que ce soit avec un peu plus d'offres alimentaires, justement. Plus de nourriture, un peu plus de trucs, peut-être un permis d'alcool éventuellement. Pour offrir vraiment un lieu un peu plus complet
Puis où les gens, encore plus de gens peuvent y trouver leur compte. Ça serait un beau projet pour Tambour Café. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Je sais pas. L'adresse de votre café. Ben oui, c'est le 2 Avenue Bégin. C'est dans Lévis, comme on disait, dans le vieux Lévis. Puis l'été, on a une belle terrasse qu'on va installer. Déguster des petits cafés glacés, apprêtés de toutes les façons. Fait que, je vous invite à venir découvrir ça. Ouais, je vous invite à y aller faire un tour puis goûter à leur café. Ça a l'air délicieux. Moi, c'est sûr que je vais venir. C'est sûr que tu vas venir. Ouais, je vais aller goûter aux Éthiopiens. Avec grand plaisir, ouais, c'est mon café préféré. Super. Bon, merci beaucoup, William. Ouais, merci d'avoir accepté de venir sur nos autres. C'était vraiment un plaisir pour moi.